Bonjour à tous mes chers amis avionautes et bienvenue sur un nouvel épisode du Steward Voyageur. Si vous ne le savez toujours pas, mon nom est Sylvain et je suis chef de cabine dans la vie civile pour une grande compagnie aérienne. Et si vous ne le savez également toujours pas, j'ai créé cette chaîne YouTube ainsi que ce podcast afin de faire partager ma passion qui est évidemment, vous l'aurez compris, l'aviation. Aujourd'hui, je vous propose de faire un retour vers le passé et de faire une revue de presse de l'année 2009. Mais comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait de votre côté, je vous invite évidemment à vous abonner si vous me regardez en vidéo via YouTube ou à vous abonner également en audio si vous êtes en podcast et plus spécialement également à mettre 5 étoiles sur la plateforme iTunes afin de faire remonter le podcast dans les classements de chez Apple. Alors comme je vous l'ai dit, on commence tout de suite avec la revue de presse de 2009 concernant l'aviation. Pourquoi j'ai choisi 2009? Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est tout simplement parce que c'est une année après la crise économique que le monde a subi en 2008. Donc je me suis dit que ça faisait un bon point de départ pour voir à peu près dans quel état se trouvait l'aviation cette année-là. Et également 2009, tout simplement parce que c'est l'année où je suis rentré dans la compagnie aérienne dans laquelle je travaille toujours à l'heure actuelle. Et du coup, c'est le début de ma carrière de PNC, de steward. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant commencer par cette année-là. Donc pour commencer, je vous propose de faire un rapide coup d'œil concernant les compagnies aériennes qui en fait ont fait faillite ou qui ont fusionné afin de survivre à la crise de 2008 et la crise économique 2008. Donc ça, en fait, j'ai trouvé un document du Parlement européen. Donc je vous mettrai le lien évidemment dans la description de l'épisode. Donc en fait, ce document-là, évidemment, ne date pas de 2009, mais est un peu plus tard. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, ça propose une vision de l'aviation et de l'état de l'aviation à ce moment-là, il y a une dizaine d'années en arrière. Et franchement, c'est pas mal fait. Et c'est en français si jamais vous ne lisez pas l'anglais. Alors dans les compagnies aériennes qui ont disparu cette année-là, je regarde donc mon écran d'ordinateur pour vous dire par exemple, on a des compagnies, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour ma part, il y en a quelques-unes dont j'avais totalement oublié le nom. Donc on trouve par exemple le 17 janvier 2009 Fly LAL en Lituanie, également Apatas Air en Lituanie qui ont fait faillite. Sachant par exemple que dans le cas de Fly LAL, la compagnie datait de 1938. Ensuite, on a des compagnies également en Allemagne, telles que Blue Wings qui fait faillite. Donc, c'est une compagnie qui datait de 2003 et qui a donc fait faillite en 2009. Elle n'était pas peut-être assez vieille, n'avait pas les reins assez solides. Au Royaume-Uni, on trouve également Air Silent. En Allemagne, toujours le mois de 1er mai 2009, L2 International Airways va fusionner avec Air Berlin. Et malheureusement, Air Berlin fera également faillite en 2017-2018 de mémoire et se fera racheter par sa concurrente anglaise EasyJet. On a également, comme vous verrez sur la liste si vous êtes en vidéo, d'autres compagnies aériennes qui ont disparu, qui ont fusionné. Open Sky en mai 2009 également a été transféré à Elisair, qui a donc également disparu malheureusement quelques années plus tard. Aujourd'hui, grosso modo, dans le cas d'Open Skies, ça a été un peu ressuscité via la compagnie, donc compagnie à bas coût, bon, pas une vraie bas coût, mais bas coût au niveau du tarif pour les compagnies, pour, je perds mes mots, pour le business, pour le voyage d'affaires qui propose des vols entre Paris et New York. Et également en Espagne, Clicair qui a fusionné avec Vueling en juillet 2019. Et on trouvera par exemple également MyAir en Italie ou Sky Europe qui ont toutes les deux fait faillite. Donc déjà là, vous voyez très bien, 2009, c'est plutôt une hécatombe au niveau des compagnies aériennes. Donc là, je vous ai cité des compagnies européennes. Évidemment, il n'y a pas qu'en Europe qu'on a subi la crise de plein fouet. Partout dans le monde, le premier état qu'on peut faire concernant l'aviation en 2009, c'est tout simplement que c'est la période, comme on vit à l'heure actuelle, où beaucoup de compagnies ont fait faillite, particulièrement celles qui n'avaient pas les reins solides, et beaucoup ont également fusionné, ce qui a conduit du coup à une diminution du nombre de compagnies aériennes opérant dans le ciel.
On continue donc notre tour de la rue de presse de l'aviation en 2019 et on commence avec la date du 12 janvier 2009. Oui, 2009, avant, je crois que j'ai dit 2019, mais évidemment, on parle toujours de 2009, avec un article de France 24 qui titre « La date du procès de l'accident du Concorde fixée ». Donc, rendez-vous compte, on est en 2021 et je me souvenais plus que ça datait d'aussi loin, le crash du Concorde. Donc, je vous rappelle des Concorde d'Air France qui s'étaient alors écrasés au décollage contre un décollage à Paris, contre un hôtel qui se trouvait non loin de l'aéroport Charles de Gaulle. Évidemment, malheureusement, cela avait causé 113 décès, donc c'était à Gonesse. Et l'accident donc avait eu lieu le 25 juillet 2000. Donc il a donc fallu 9 ans pour trouver une date de procès concernant le crash du Concorde. Et du coup, le France 24 souligne que le crash du Concorde, le procès du crash du Concorde débutera donc le 2 février 2010. Donc imaginez-vous, il aura fallu 10 ans pour qu'un procès eut lieu concernant le crash du Concorde. Et si vous ne le savez pas, donc ce crash qui a donc eu lieu en l'an 2000 a été causé par une pièce métallique d'un avion qui a décollé quelques minutes avant le Concorde d'Air France. Et malheureusement, cette pièce métallique a percuté les réservoirs, a percuté le Concorde, et ce qui a causé l'embrasement du Concorde au décollage et le crash et le décès des 113 personnes qui ont suivi. Deuxième article de cette revue de presse de 2009, et là je vous avoue pour le coup j'ai été choqué de me dire mon Dieu, ça date de 2009. C'est l'amérissage d'un avion, d'un Airbus A320 d'US Airways dans l'Hudson à New York. Je pense que vous avez tous entendu cette histoire, que vous avez tous vu cette vidéo où on voit l'avion flotter dans la baie de New York. Donc c'est un Airbus A320, donc comme je vous l'ai dit, de US Airways, qui a donc améri de toute urgence dans la baie de New York, dans l'Hudson. Tout simplement suite à une absorption de volatiles, suite à un choc avec une nuée d'avions. Il a donc dû atterrir en urgence. Dieu merci, grâce à la réactivité et au professionnalisme des pilotes et des membres d'équipage présents à ce moment-là, il n'y a eu aucun mort. Si vous ne l'avez pas vu, entre-temps, avec le temps forcément les Américains aiment bien ça. Il y a un film qui est sorti, je crois qu'il est disponible sur les plateformes en VOD, sur Netflix de mémoire. Vous trouverez un film qui s'appelle Sully, qui raconte en fait l'histoire et ensuite le procès du commandant de bord qui a pris la décision d'amérir à cet endroit au lieu de faire demi-tour et atterrir à un autre aéroport. Et franchement, ça explique en détail la manière de penser à ce moment-là du commandant de bord, pourquoi telle décision, pourquoi telle autre. Et franchement, ça vaut largement le coup. Donc l'article que je vous parle là est en fait issu de ladépêche.fr et ça nous relate en fait l'histoire de cet amérissage d'urgence, en disant qu'il était 15 heures lorsqu'un avion décollant de LaGuardia a dû faire un amérissage d'urgence. Rien qu'en me souvenant de tout ça, ça m'a fait des frissons en me disant mon Dieu, comme quoi le temps passe vite et effectivement des histoires comme ça aujourd'hui nous servent au quotidien lorsque on apprend à devenir steward et hôtesse, et c'est des choses qu'on utilise afin d'éviter de commettre les mêmes erreurs par exemple. On continue toujours notre revue de presse de 2019 de l'aviation, et ce coup-ci on se balade en février 2009 avec un article du Figaro qui titre « Peut-on choisir gratuitement son siège d'avion ?» Et moi cet article m'a fait grandement sourire parce qu'en fait il explique que en fait les compagnies aériennes grosso modo font de plus en plus payer le choix du siège dans l'avion, et en fait un peu pour moi s'offusque de ce fait de payer, de devoir payer pour avoir un hublot ou pour avoir un siège avant par exemple ou une issue de secours. Et en fait ça me fait sourire parce qu'aujourd'hui c'est complètement devenu la norme de devoir payer pour avoir son siège.
Et on se rend compte avec cet article qu'il faut donc remonter environ 2009 pour que cette question du choix du siège fasse son apparition dans l'actualité, et qu'aujourd'hui, quelque chose qui à l'époque était invraisemblable, était impensable de devoir payer pour son siège, aujourd'hui est devenu quelque chose de complètement normal, et pas que chez les low cost, mais évidemment également chez les majors qui proposent des places plus chères. Et d'ailleurs, par exemple, si on prend la fin de l'article, je cite, le Figaro dit qu'Air France tente de vendre des sièges à 50 € sur Internet, mais que ça risque d'être abandonné avec le temps suite à la réticence des passagers. Comme quoi, malheureusement, le temps a donné tort au Figaro. Nouvel article, nouvelle date, et toujours avec le Figaro, et on est à présent au mois de mai 2009. Donc vous l'aurez compris, on avance au fur et à mesure jusqu'au mois de décembre 2009, et on est toujours donc du coup avec le Figaro qui titre les obèses vont-ils vraiment devoir payer un supplément en avion? Alors pourquoi est-ce que le Figaro en 2009 a fait cet article? Tout simplement parce que évidemment Ryanair et son patron préféré Moll, Michael O'Leary, a mis le feu aux poudres en disant qu'ils allaient faire payer plus les passagers faisant plus de 130 kg pour les hommes et plus de 100 kg pour les femmes. Évidemment, Dieu merci, en Europe, cela n'a jamais été mis en œuvre, heureusement. On a vu malheureusement que dans d'autres pays du monde, c'est le cas. Dans certains pays, je ne m'en souviens plus du nom, mais je vous mettrai un lien d'un article que j'avais fait, d'un épisode que j'avais fait, où il y a certaines compagnies qui l'ont fait, mais en Europe, évidemment, ce n'est pas le cas. Et le Figaro met en avant toujours Air France, évidemment, vu que c'est un site français, on met en avant la compagnie nationale qui explique qu'évidemment, chez Air France, on ne pratique pas ce genre de ségrégation, ce genre de discrimination, devrais-je plutôt dire, en mettant en avant que pour être confortable, il faut être 149 cm de maximum de corpulence en affaires, par exemple sur le moyen courrier. On est à présent au mois de juin 2009, un mois terrible concernant l'aviation civile française. C'est tout simplement précisément la date du 2 juin 2009. C'est la date où l'avion entre Rio et Paris d'Air France a disparu, s'est écrasé en pleine mer suite à la défaillance des sondes pitot. Évidemment, à ce moment-là, on ne le savait pas. Donc c'est un article du Monde qui explique comme quoi on est sans nos vols du vol Air France 447. Donc il explique toutes les histoires concernant le poteau ou les poteaux noirs, où c'est une zone extrêmement dure à traverser entre le Brésil et l'Europe. Donc malheureusement, l'histoire nous apprendra que c'est une défaillance d'une sonde qui a causé le crash de cet avion, qui causera évidemment la mort de tous ses passagers et de tous ses membres d'équipage. Et vous voyez, aujourd'hui on est en 2021, et de mémoire, il y a à peine une semaine ou deux seulement, Air France et Airbus, le constructeur de l'avion, ont été mis en cause afin de voir des dommagements aux passagers et aux parents, aux familles des victimes de ce crash. À présent, on est donc en juillet 2009 et on est toujours sur un article du Figaro. C'est vraiment pas fait exprès, j'ai pris les articles qui me semblaient intéressants. Et là pour le coup, c'est toujours dans la lignée de la crise de 2008, et le Figaro titre « Toutes les économies sont bonnes à prendre » en parlant évidemment des compagnies aériennes. Donc en fait, le Figaro fait état des dispositifs que mettent les compagnies aériennes en avant, excusez-moi, j'ai bugué, afin de faire de plus grands bénéfices et des économies. Alors par exemple, en faisant une baisse des salaires, en utilisant le chômage partiel, en allégeant les avions pour diminuer par exemple la facture de kérosène.
Également, tout ça nous montre que ces recherches d'économie qui à l'époque finalement étaient limitées au low cost, parce que les low cost sont finalement dans leur ADN toujours d'avoir les coûts les plus bas d'exploitation pour offrir des billets d'avion pas chers. On se rend compte qu'aujourd'hui, toutes ces choses qui à l'époque étaient un peu mal vues, mal perçues par les majors, par les compagnies aériennes anciennes comme British Airways, Air France, Lufthansa et plein d'autres, on se rend compte que ces pratiques d'économie, aujourd'hui, elles-mêmes les appliquent. Et on voit par exemple la Lufthansa qui également a tout tiré vers le bas. Et ça, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien qu'on fasse des recherches d'économie, je veux bien, mais malheureusement souvent cela a été fait sur le dos des employés. Avant-dernier article de cette revue de presse de 2009, c'est un article, du coup j'ai mangé le nom, c'est un article d'AeroWeb-fr.net qui vante le tout premier Airbus A380 d'Air France. Et à cette occasion, Air France, si vous vous souvenez, avait mis en vente aux enchères de mémoire 380 billets d'avion pour effectuer ce vol inaugural entre Paris et New York. Mais quel événement quand cet avion est venu en France compléter la flotte d'Air France sous le pavillon français. C'était vraiment un événement, même pour moi. Alors j'ai pas pris le premier vol évidemment, mais je me souviens qu'au mois de janvier 2010, j'avais pris l'avion pour aller à New York avec Air France et que j'avais fait tout le nécessaire pour être dans un Airbus A380. Et pour ma part, c'est vrai que maintenant ça commence à dater, mais c'était un vrai rêve qui se réalisait. Aujourd'hui, avec la crise, la pandémie de Covid-19, on se rend compte que cet avion-là va bientôt disparaître parce qu'il était peut-être adéquat il y a 11 ans, 12 ans en arrière, mais qu'aujourd'hui, la manière de voyager évolue et que son histoire va bientôt s'effacer pour des avions plus petits et plus économiques, offrant également un rayon d'action toujours aussi grand, comme les Boeing 787, le Dreamliner ou bien encore l'Airbus 350. Et on termine cette revue de presse en 2009, mon Dieu, je bug les deux, en 2009, au mois de décembre 2009, avec un article de Futura Science, Futura Planète. Et déjà à l'époque, c'était une préoccupation importante qui se pose la question de la pollution émise par les avions. Concernant du coup les taxes de pollution qu'on voulait introduire, qu'on a introduit dans nos billets d'avion. Donc il se pose les questions sur la pollution générée par les avions. Et on se rend compte que suite à la crise de la pandémie de coronavirus, cette histoire, cette question est encore plus d'actualité, encore plus que jamais. Mais autant en 2009, l'article est passé et je pense qu'on l'a beaucoup, on s'est dit bon tant pis, on en verra plus tard. Il aura fallu une pandémie pour se rendre compte qu'effectivement il y a quelque chose à faire et que c'est quand même pas un sujet négligeable. Pour le coup, bravo Futura Science, vous étiez en avance sur votre temps. Il va falloir ressortir un article et de tout nous réexpliquer de A à Z correctement. On arrive donc à la fin de cet épisode du Stewart Voyageur. J'espère que cette revue de presse du passé vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires, à faire des likes, à vous abonner, tout. Vous connaissez ce qu'il y a à faire. Je vous remercie de votre audience et je vous dis à très bientôt.